La carrière de Maria Callas fut à la fois emblématique et controversée, mais elle n'était rien comparée à sa vie privée, absolument explosive. Cette diva de premier ordre, avec ses crises de colère légendaires, a déclenché des querelles et brisé l'un des couples les plus emblématiques de l'histoire américaine de la manière la plus scandaleuse imaginable. Vous voyez, Maria Callas était l'autre femme entre Aristote Onassis et Jackie O. Jackie l'a découvert de la pire façon imaginable, et sa réaction a été totalement démente. Mais je vais approfondir cela plus tard. Né en décembre 1923 à New York de parents immigrés grecs, George et Litsa, ceux-ci espéraient se construire une vie meilleure. Malheureusement, ils étaient voués à l'échec dès le départ. George était décontracté et peu intellectuel, tandis que Litsa était obsédée par l'idée de devenir une mondaine influente. Lorsqu'ils vivaient en Amérique, la famille se désagrégeait déjà. Mais quand Maria est arrivée au monde, les choses ont empiré de 10 fois. Pendant sa grossesse, Litsa venait de perdre un jeune fils, Vassilis Stomenogitis. Désespérément désireuse d'avoir un autre garçon pour combler ce vide, elle fut anéantie à l'idée d'avoir une fille. Personne ne put la convaincre de regarder Maria pendant les 4 premiers jours de sa vie. Pourtant, bientôt, cette maltraitance prit une tournure bien plus alarmante. Pendant un temps, Litsa continua d'ignorer Maria, préférant sa sœur aînée, Jackie, plus jolie. Mais quand Maria eut 3 ans, la famille commença à remarquer que leur petite fille modeste avait une voix puissante. Si puissante, en fait, que Litsa commença à voir des dollars et des chroniques mondaines chaque fois qu'elle regardait sa fille. Soudain, elle passa de la négligence à l'étouffement. Et le résultat fut une horreur que Maria n'oublierait pas de sitôt. Pendant les années formatrices de sa vie, la mère de Maria la força pratiquement à chanter pour gagner son pain, devenant une mère de scène extraordinaire. Comme Maria le rappela plus tard, « Pendant toutes les années où j'aurais dû jouer et grandir, je chantais ou gagnais de l'argent. » Et honnêtement, il y avait un angle encore plus sombre à tout cela. Litsa parvenait toujours à préférer l'aînée Jackie, surtout lorsque celle-ci s'affina pour devenir une belle femme, tandis que Maria devint, selon ses propres mots, un vilain petit canard, gros, maladroit et impopulaire. Cependant, il s'avéra que Maria allait bientôt affronter un monde bien plus exigeant, en dehors de sa famille. À la fin des années 1530, les parents de Maria dissolurent complètement leur mariage dysfonctionnel, et les femmes de la famille retournèrent en Grèce. Là, les talents vocaux de Maria devinrent encore plus évidents, et elle finit par obtenir une place pour s'entraîner sous la direction d'Alvera de Hidalgo. La soprano légendaire enseignait l'art ancien du bel canto, une manière de chanter du XVIIIe siècle, qui met l'accent sur la connexion émotionnelle avec la musique. Mais même si de Hidalgo qualifiait Callas de phénomène, la jeune fille commença à développer des habitudes inquiétantes et destructrices. Dès son plus jeune âge, Callas apprit de sa mère que sa valeur était liée à un travail acharné, chantant des arias difficiles dès l'adolescence et passant 10 heures par jour au Conservatoire d'Athènes, un prix élevé pour son succès. En février 1941, Callas fit ses débuts en tant que chanteuse d'opéra professionnelle dans un rôle mineur, laissant une forte impression sur ses collègues, bien que pas toujours positive. Certains chanteurs, intimidés par son talent, tentèrent de la saboter en faisant des remarques et en pointant du doigt pendant qu'elle se produisait. La réponse de Callas fut simple. Elle était tout simplement trop bonne, gagnant le titre de « l'élu de Dieu » dès 1942. Cependant, sa voix était à la fois un don et une malédiction. Le débat autour de Callas tournait autour de la question de savoir si sa voix était belle ou dérangeante, certains la trouvant rugueuse et laide. Même Callas elle-même était parfois d'accord, détestant écouter sa propre voix. Callas pouvait se battre férocement pour son art. Une fois,
Après avoir entendu un homme dire qu'elle ne réussirait pas à cause de son poids, elle l'attaqua, lui mettant le nez en sang, puis se produisit quand même ce soir-là, recevant des critiques élogieuses malgré son œil enflé. Au milieu des années 1940, sa vie devint encore plus dramatique. À Vérone, elle rencontra Giovanni Battista Meneghini, de 26 ans son aîné, qui la poursuivit avec passion. Ils se marièrent en 1949 et il commença à gérer sa carrière. La même année, elle interpréta 2 rôles exigeants à la suite, stupéfiant les critiques et élevant son statut à celui d'icône. Au début des années 1950, une rivalité avec Renata Tebaldi émergea, menant à une querelle légendaire. Les tensions explosèrent en 1951 lorsque Tebaldi donna des rappels contre leur accord, mettant Callas en colère. Callas assista aux performances de Tebaldi pour l'encourager bruyamment, ce qui fit trébucher Tebaldi et réduisit ses apparitions. La rivalité ne fit que s'intensifier, mettant en lumière l'esprit compétitif de Callas. Au sommet de leur rivalité, Tebaldi déclara « J'ai une chose que Callas n'a pas, un cœur ». Callas compara famously Tebaldi à du Coca-Cola et elle-même à du champagne. Bien que Callas ait plus tard affirmé avoir été mal cité, le commentaire devint légendaire. Malgré les affirmations selon lesquelles la rivalité était exagérée, il était bien connu qu'il ne fallait pas mentionner une diva à l'autre. Quand Tebaldi demanda un enregistrement de la Gioconda, Robinson choisit un autre que celui de Callas. Tebaldi, cependant, écouta la version de Callas et demanda pourquoi on ne lui avait pas dit que c'était la meilleure. Pendant ces querelles, les spectateurs choisissaient souvent leur camp. Les partisans rivaux sifflaient Callas, alimentant ses performances. Elle chantait ses meilleurs airs, directement face à ses détracteurs, et ne saluait que ceux qui la soutenaient. Comme elle le disait, « Si je les entends s'agiter et siffler, je sais que je suis au sommet. Si je n'entends rien, je sais que je glisse. » En 1955, une photo captura le côté sombre de Callas. Après une représentation de Madama Butterfly, elle reçut une assignation en justice d'un faux agent, et sa réponse féroce fut immortalisée sur pellicule. Cet incident consolida sa réputation de tigresse, mais sous tout cela, elle était plus fragile qu'on ne le pensait. Enfant et adolescente potelée, Callas était devenue une femme corpulente et avait toujours porté du poids au début de sa carrière. Mesurant 1,73 p, elle frôlait les 90 kilos, et bien que le surpoids aida souvent les sopranos à produire des sons plus pleins avec leur corps, cela ne suffisait apparemment pas pour les hommes de la vie de Callas. Un jour, l'un d'eux le lui fit savoir de manière brutale. Pendant l'enregistrement de l'opéra Lucia à Florence, Callas était en pause déjeuner avec le baryton Tito Gobbi et son ancien mentor Tullio Serafine. Incapable de se mêler de ses affaires ou de son repas, Serafine observa Callas manger et lui dit qu'elle se gavait trop et se laissait aller. Quand Callas protesta qu'elle n'était pas vraiment si lourde, son ami fit une suggestion incroyablement insultante. Au lieu de laisser une des divas les plus époustouflantes faire ce qu'elle voulait, Séraphin suggéra sournoisement de mettre la protestation de Callas à l'épreuve et de la faire monter sur la balance juste à l'extérieur du restaurant. Cela devrait être illégal. Callas accepta, et lorsqu'elle vit le chiffre sur la balance, elle trouva la réponse quelque peu consternante et devint plutôt silencieuse. Après cette altercation amicale, Callas décida qu'elle devait maigrir. Elle affirma que son poids la fatiguait sur scène. Mais elle avait aussi des raisons plus déchirantes. Elle déclara également qu'elle en avait assez de jouer un rôle, par exemple celui d'une belle jeune femme, comme si elle n'était pas déjà belle à un poids plus élevé. Merci encore, Tullio. Quand Callas en eut fini avec sa mission, les résultats furent alarmants. Tout ce que Maria Callas entreprenait était sûr de se réaliser, et elle perdit près de 36 kilos en un an.
se transformant en une silhouette élancée et gracieuse que l'un de ses chefs d'orchestre appela peut-être la plus belle femme sur scène. Mais il y avait une facette laide à sa transformation. Outre les pressions évidentes pour être mince et donc belle, la perte de poids de Callas fut si intense et si rapide que certains prétendirent qu'elle avait avalé un ver solitaire, bien que Callas jura qu'il s'agissait seulement d'un régime de salade et de poulet. Et ce n'était pas tout. Les fardeaux du monde de l'opéra commençaient à peser sur Callas, et une série de nouveaux scandales la poussa au bord du gouffre. En 1958, Callas tenta de se retirer d'un spectacle à l'Opéra de Rome, plaidant la maladie et demandant une doublure. La direction, qui attendait le président de l'Italie ce soir-là, lui répondit simplement que personne ne pouvait doubler Callas, et insista pour que le spectacle continue. Callas s'exécuta, mais cela se termina par un désastre total. Bien que Callas se soit produite devant le président comme prévu, la femme malade dut abandonner après le premier acte, plongeant le théâtre dans le chaos. Les médias accusèrent la diva d'avoir abandonné le chef d'État, et les actualités commencèrent bientôt à se moquer d'elle en disant « Si vous voulez entendre Callas, ne vous mettez pas sur votre 31. Allez juste à une répétition. Elle reste généralement jusqu'à la fin de celle-ci. » Et juste quand Callas pensait qu'elle allait avoir un répit, les choses allèrent de mal en pis. 1958 fut une très mauvaise année pour Maria Callas. Plus tard dans l'année, elle était en négociation avec le Met pour la saison suivante lorsqu'elle heurta un gros obstacle. De manière inattendue, le directeur général du Met, Rudolph Bing, la licencia sans ménagement et mit fin à son contrat juste avant qu'elle ne doive ouvrir un autre opéra, Medea, à Dallas. Comme d'habitude, la presse en eut vent et titra Bing vs. Callas pour que tout le monde le voie. Mais Callas savait exactement quoi faire. On ne vous appelle pas diva pour rien, et Callas avait plus que mérité ce titre. Ce soir-là à Medea, Callas se présenta vêtue de manière somptueuse. Comme le dit son ami, elle est arrivée au théâtre en ressemblant à une impératrice. Elle portait une chose en hermine qui tombait jusqu'au sol, et elle avait tous les bijoux qu'elle possédait. Mais qu'on ne s'y trompe pas, Callas n'était pas seulement une question d'apparence. Elle s'adressa également au public avant la représentation, leur disant « Vous savez tout ce qui s'est passé. Ce soir est une soirée très difficile pour moi, et j'aurai besoin de l'aide de chacun d'entre vous. » Avec la foule fermement de son côté, Callas donna alors une performance de Medea qui fut historique. Si seulement les bons moments avaient de durer. À peu près au moment où Callas perdit le poids de presque la moitié d'une personne, elle perdit aussi quelque chose de bien plus précieux. Le contrôle de sa voix. Bien que personne ne puisse savoir avec certitude ce qui en fut la cause, beaucoup blâment sa perte de poids pour avoir changé son corps et ne plus lui fournir assez de soutien respiratoire. Quelle que soit la vérité, sa voix commença progressivement à perdre de sa plénitude. Et comme l'écrivit une collègue soprano de Callas, « Je ne pense pas que quiconque ayant entendu Callas après 1955 ait vraiment entendu la voix de Callas. » Ce fut une perte aussi douloureuse et déchirante que la diva aurait pu subir, et peut-être est-ce pour cela qu'elle commença à détruire sa vie de l'intérieur. En 1957, Callas assistait à une fête glamour lorsqu'elle rencontra le magnate grec du transport maritime Aristotle Onassis. Bien qu'elle fût encore mariée à Giovanni Battista Meneghini, Callas ne put résister à l'audacieux et éloquent Onassis, et le couple entama bientôt une liaison torride. Correction, une liaison torride et très publique. Il ne se souciera pas de la cacher au monde, et Callas ne montra certainement aucune pitié à son mari. Après avoir continué avec Onassis sur divers yachts et destinations européennes pendant presque 2 ans, Callas mit fin à son mariage et quitta son mari Meneghini, mettant simultanément fin à sa gestion de sa carrière. À 34 ans,
Callas vivait sa crise de la quarantaine, presque une décennie en avance. Et elle n'arrêtait pas la spirale maintenant. Après ses controverses et ses difficultés vocales, Callas cessa presque complètement de se produire une fois qu'elle tomba dans le lit d'Aristotle Onassis. Quand son ami, le metteur en scène Franco Zeffirelli, lui demanda pourquoi elle semblait s'éloigner de son destin à l'opéra, elle lui répondit « J'ai essayé de m'épanouir en tant que femme. » Oui, Callas abandonna presque tout pour être avec Aristotle, ce qui rend d'autant plus déchirant que leur relation fut un véritable cauchemar. Callas et Onassis furent inséparables pendant plus d'une décennie, mais leur amour était rempli de tragédies, à moitié cachées au monde. L'ex-mari de Callas affirma qu'elle était incapable d'avoir des enfants, mais il y a des preuves qu'elle tomba enceinte d'Onassis et qu'elle avorta ou donna naissance à un fils qui décéda quelques heures plus tard. En 1963, Onassis partit en croisière, sans Callas, invitant Jackie Kennedy à la place. Ostensiblement, c'était pour aider Jackie à surmonter la mort de son fils, mais Onassis avait d'autres intentions. Il attendit Jackie même après l'assassinat de JFK. Et en 1968, il trahit Callas en demandant Jackie en mariage. Beaucoup pensent qu'Onassis n'aimait pas vraiment Jackie, mais voulait posséder la femme la plus célèbre du monde. Callas avait toujours son cœur, et il revint vers elle, quelques jours après avoir épousé Jackie, la suppliant de reprendre leur liaison. Au début, Callas refusa, mais Onassis la manipula, menaçant de s'écraser en voiture si elle ne le reprenait pas, ce qui raviva leur liaison. Le couple se retrouvait mensuellement, une absence régulière que Jackie remarqua. Les paparazzis surprirent Onassis et Callas ensemble au Maxims à Paris, incitant Jackie à organiser un dîner public là-bas avec Onassis quelques jours plus tard. Cette lutte de pouvoir se poursuivit pendant des années. Finalement, Onassis regretta d'avoir épousé Jackie et entama une procédure de divorce, estimant qu'il avait trahi Maria. Pourtant, cette histoire n'a pas de fin heureuse. Nous ne saurons jamais si Onassis avait l'intention d'épouser Callas, mais peu après avoir entamé les démarches de divorce, il tomba gravement malade. Souffrant de myasthénie grave, il fut transporté à l'hôpital en 1975 pour la dernière fois. La réaction de Jackie fut froide, celle de Maria audacieuse. Avec Onassis sur son lit de mort, Jackie refusa de lui rendre visite, préférant partir en vacances à Aspen. Elle utilisa son pouvoir légal pour empêcher Maria de le voir. Mais Callas ne se laissa pas arrêter. Grâce à ses relations, elle se faufila dans la chambre d'Onassis par un ascenseur de service, passant 1 heure avec lui alors qu'il était dans le coma. Tout le monde savait que Callas était le véritable amour d'Onassis. Même son chauffeur admit qu'elle était sa véritable épouse. Pourtant, quand Onassis mourut quelques jours plus tard, Callas fut dévasté. Jackie reçut un règlement de 26 millions de dollars, tandis que Callas n'obtint rien. Sans Onassis, Callas devint l'ombre d'elle-même. Sa présence avait coïncidé avec la fin de sa carrière à l'opéra et l'affaiblissement de sa voix. Vivant à Paris, elle quittait rarement son appartement et passait ses journées à écouter de vieux enregistrements. Callas menait toujours un style de vie de diva, appréciant les soins du visage, les crèmes et la mode. Elle possédait près de 200 robes et jetait famously ses gants lorsqu'ils étaient sales. Callas ne pouvait vivre sans Onassis, et elle mourut d'une crise cardiaque le 16 septembre 1977, seulement 2 ans après sa mort. Sa fin fut aussi soudaine et tragique qu'un opéra, digne de l'une des divas les plus légendaires de l'opéra. Nous ne comprendrons peut-être jamais pleinement leur relation. Mais Callas croyait qu'ils étaient attirés l'un vers l'autre, en tant que Grecs les plus célèbres de leur temps. Maria Callas eut un effet indéniable sur ses pairs, tant par ses immenses défauts que par ses incroyables talents. Elle était après tout
le prototype de la diva difficile. Pourtant, c'est Rudolf Bing, le directeur du Met, qui la licencia, qui déclara un jour que sa réputation capricieuse était indissociable de son génie. Comme il le dit, c'était, parce qu'elle était bien plus intelligente, les autres artistes, on pouvait les contourner. Mais Callas, on ne pouvait pas la contourner. Elle savait exactement ce qu'elle voulait, et pourquoi elle le voulait. En effet, à bien des égards, Maria Callas était un génie tourmenté stéréotypé, du moins dans la manière dont nous choisissons de nous souvenir d'elle. Quand l'un de ses amis lui dit « Ça doit être très enviable d'être Maria Callas », la chanteuse répondit « Non, c'est une chose terrible d'être Maria Callas, car c'est une question d'essayer de comprendre quelque chose que vous ne pourrez jamais vraiment comprendre. » Le temps n'a certainement pas guéri les blessures de Jackie O et de Maria Callas. En 1974, Callas s'assit avec la légendaire Barbara Walters, et elle n'allait pas laisser passer l'occasion de créer un peu de drame. Quand Walters lui posa des questions sur sa relation avec Jackie, la diva eut la réponse parfaite. Elle répondit avec un « froid, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais rencontrée », puis changea de sujet. « Désolé Maria. Maria l'a fait en premier. Si vous avez aimé cette vidéo, nous apprécierions grandement que vous lui donniez un pouce levé. Vous êtes également invité à consulter l'article compagnon dans la description. Enfin, si vous souhaitez voir plus de vidéos sur des figures historiques, veuillez vous abonner à la chaîne